Donc bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Amandine Pillot. Bonjour Amandine. Bonjour Agnès, bonjour à tous. Donc Amandine est consultante en politique handicap et elle va nous parler du handicap en entreprise pendant le temps qu'on va passer ensemble. Alors Amandine, d'abord j'aimerais que tu m'expliques comment tu en es arrivée à être consultante en politique handicap. Alors à l'origine, je suis diplômée j'ai un master en droit et un master en marketing communication. Après ça, j'ai travaillé pendant une dizaine d'années dans différentes entreprises en tant que salariée, toujours en lien avec le handicap. En parallèle de tout ça, je suis moi-même aussi en situation de handicap parce que je suis malvoyante. Et suite à toutes ces expériences personnelles et professionnelles, j'ai choisi de créer ma société qui s'appelle donc Atoucap il y a 4 ans, en 2018. Et il y avait deux raisons à ça. Donc la première, c'est qu'effectivement, au cours de mes expériences, j'avais identifié un besoin auprès des entreprises, puisqu'effectivement, les entreprises en France de plus de 20 salariés ont l'obligation d'avoir 6% de travailleurs handicapés dans leur effectif. Les grands groupes ont les moyens et la capacité d'avoir des missions handicap en interne. Les PME et ETI, même si elles ont cette obligation et même si elles ont l'envie de la respecter, elles n'ont pas forcément les compétences et les moyens en interne. Et donc, j'ai eu envie de leur proposer une solution externalisée. L'autre raison plus personnelle, c'est que la recherche d'emploi en tant que travailleur handicapé est un petit peu plus difficile, que j'en avais marre qu'on ne me donne pas ma chance et que j'ai eu envie de me créer mon propre emploi. Donc on va revenir sur ces deux points, sur les 6% et puis aussi sur l'employabilité des personnes handicapées. Avant ça, est-ce que tu pourrais m'expliquer et nous expliquer à tous comment on définit le handicap? C'est quoi en fait? Le handicap, c'est une déficience qui va impacter les personnes dans leur vie quotidienne, dans leur vie, que ce soit la vie professionnelle, la vie sociale, la vie de citoyen, la vie culturelle, dans tous les aspects de la vie, ils vont être impactés par cette déficience. On parle davantage aujourd'hui de situation de handicap parce qu'en fait, cette déficience ne va pas les impacter malgré tout en permanence et donc ce sera dans certaines situations qu'ils seront en situation de handicap. En outre, j'aimerais ajouter aussi le fait qu'on parle souvent du handicap. Moi, je préfère dire les handicaps parce qu'en fait, il y a vraiment une multiplicité de handicaps. On connaît les handicaps plutôt visibles, que sont par exemple les personnes qui sont en fauteuil roulant ou les personnes aveugles ou sourdes. Donc ça, c'est plutôt des handicaps visibles, mais 80% des handicaps sont invisibles. Et ça, souvent, effectivement, on les connaît moins. Il s'agit des handicaps psychiques, des handicaps cognitifs. Les handicaps cognitifs, c'est toute la grande famille des 10, donc la dyslexie, mais tous les autres qu'il y a avec. La plupart des maladies chroniques sont également reconnues comme handicap. Et donc, forment aussi une grande partie de cette multiplicité de handicaps. Il y a vraiment une multitude finalement de situations. On considère aujourd'hui en France qu'il y a 12 millions de personnes en situation de handicap. Ça veut dire à peu près une personne sur 5. Une personne sur 5. Donc on est vraiment tous concernés. Même si on n'est pas soi-même directement en situation de handicap, il y a de fortes chances qu'on ait un membre de sa famille, un ami ou peut-être le voisin qu'on croise tous les jours qui est en situation de handicap sans qu'on le sache forcément puisque la plupart sont invisibles. Et concrètement, une personne qui est en situation de handicap, pour avoir ce statut qui est reconnu, ça se passe comment? Elle va chez le médecin et il y a une déclaration qui est faite? Concrètement, comment ça se passe? Alors oui, c'est un dossier qui est à compléter avec des certificats médicaux et avec l'aide soit d'un médecin, soit d'une assistante sociale, soit du médecin du travail aussi. Certaines mutuelles ont aussi un service qui peuvent aider à compléter ce dossier. Donc c'est un dossier que l'on retire auprès de la MDPH. La MDPH, c'est la Maison départementale des personnes handicapées, donc il y en a une par département. Et une fois le dossier complété, on le dépose dans cette institution. Il faut ensuite compter un délai de 4 à 6 mois. C'est une commission pluridisciplinaire qui se réunit et qui décide d'attribuer ou pas la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Quand on parle de l'emploi, après, on peut demander d'autres droits à cette MDPH. Bon, là, on va rester sur la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, mais voilà comment ça se passe.
D'accord, merci pour ces précisions. Alors Amandine, tu disais tout à l'heure, on a, quand on est entreprise, l'obligation d'avoir 6% de travailleurs en situation de handicap, c'est bien ça? Oui, tout à fait. C'est 6% de l'effectif, on doit avoir 6% de son effectif qui est composé de travailleurs handicapés. Cette obligation existe depuis 1987. Et qu'est-ce qui se passe si l'obligation n'est pas respectée? Quand l'obligation n'est pas respectée, les entreprises doivent payer une contribution annuelle à la GFIP. Et donc, c'est une contribution qui est calculée annuellement en fonction du nombre de travailleurs handicapés manquants dans l'entreprise. D'accord, donc on va faire un prorata et devoir verser cette contribution-là. Voilà, en fonction du nombre de travailleurs handicapés manquants, il y a ensuite un coefficient multiplicateur, il y a aussi des systèmes de déductibilité, c'est un calcul relativement complexe, mais oui, voilà, qui est basé sur le nombre de travailleurs handicapés manquants. Et il faut savoir qu'il y a 2 fois plus de chômage chez les personnes handicapées que chez les autres. Quel que soit le taux de chômage, finalement, quand le taux de chômage de la population active globale baisse, le taux de chômage des travailleurs handicapés baisse aussi, mais il reste globalement 2 fois supérieur. Et encore là, on considère les travailleurs handicapés qui continuent à chercher, parce que malheureusement, il y en a aussi quand même qui ont arrêté. Ça reste le premier facteur de discrimination à l'embauche et dans l'emploi, le handicap. Le handicap. Et ça, cette discrimination, parce que quand même, un taux de chômage 2 fois plus important, c'est majeur. Et cette discrimination-là, est-ce qu'elle est visible sur l'ensemble des handicaps ou est-ce qu'il y a certains handicaps qui vont être plus concernés que d'autres? Elle est visible dans tous les handicaps parce que finalement, il y a des préjugés par rapport à tous les handicaps et il y a des difficultés imaginées ou réelles avec tous les handicaps. Donc, il n'y a pas de réelle différence. Après, on peut quand même dire qu'effectivement, quand il y a une adaptation de poste un peu lourde qui est à prévoir, ça peut effrayer davantage les entreprises. Donc, effectivement, elles seront un petit peu plus frileuses que par rapport à quelqu'un qui est travailleur handicapé mais qui n'a pas besoin d'une adaptation poste ou qui a besoin d'une adaptation assez légère. Et puis, il y a encore des handicaps qui sont assez tabous quand même et qui effrayent plus que les autres peut-être. C'est alors les handicaps intellectuels, mais aussi les handicaps psychiques. Est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre le handicap intellectuel et le handicap psychique? Alors, le handicap psychique, en fait, c'est les maladies psychiques. Donc, ça va être quelqu'un qui va être bipolaire, schizophrène ou par exemple en dépression chronique. D'accord. Donc la bipolarité, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est diagnostiqué souvent chez des gens jeunes, chez des ados ou des jeunes adultes entre 15 et 25 ans. C'est quelque chose, quand c'est bien traité, quand la personne a un traitement équilibré et le suit, elle est en capacité de travailler. On peut aussi avoir des gens qui sont vraiment en dépression chronique, donc régulièrement, mais qui malgré tout peuvent bien sûr continuer aussi à travailler. Donc handicap psychique, ça veut dire maladie psychique, c'est ce type de pathologie-là. Il y en a plein d'autres, mais voilà. Et Amandine, aujourd'hui, donc, tu me dis ce qui va vraiment bloquer l'accès à l'emploi de ces personnes en situation de handicap, c'est la peur des employeurs, c'est bien ça? Oui, c'est la peur, c'est beaucoup de préjugés, la peur de l'inconnu, effectivement, oui, tout à fait. Et la peur que ça ralentisse aussi, finalement, les équipes, quoi. Et qu'est-ce qu'on en dit alors de la productivité des personnes en situation de handicap? Est-ce que c'est vrai qu'il y a un écart? Quels sont les impacts? Alors, c'est vrai qu'il y a un écart. Mais il est dans le sens inverse de celui qu'on croit. Ah ouais. Voilà. Donc tous les ans, en fait, il y a des études, il y a des enquêtes qui sortent sur l'absentéisme des salariés. Chaque année, les travailleurs handicapés sont moins absents en moyenne que les autres, de quelques jours. Mais il y a moins d'absentéisme. Comment on l'explique? On l'explique parce que comme ils ont eu des parcours plus compliqués, plus chaotiques, et bien souvent quand ils sont quelque part, ils sont contents d'y être et ils s'investissent à fond. Et donc effectivement, ils ne vont pas s'absenter pour un rien, entre guillemets. Et donc ça se voit même dans les statistiques d'absentéisme.
Un autre exemple, aujourd'hui, les entreprises inclusives, alors celles qui le font depuis un certain temps, mais qui donc vraiment incluent la diversité, c'est pas que le handicap, mais entre autres le handicap, ce sont des entreprises qui aujourd'hui, il y a des baromètres annuels qui prouvent qu'elles sont plus performantes économiquement, qu'elles ont un meilleur chiffre d'affaires, qu'elles sont mieux positionnées en bourse. Ça s'explique aussi parce que on va intégrer une autre vision du monde. Ça va être des gens qui vont davantage relativiser les choses, qui vont pouvoir du coup par ce comportement-là parfois apaiser certains conflits. Ils apportent leur résilience, leur persévérance, et on a remarqué aussi que ça agissait sur la créativité. Alors, sur la créativité. Oui, c'est-à-dire que quand on vit une situation de handicap, sans forcément le savoir et sans forcément mettre les mots dessus, on met en place, on imagine, on invente des stratégies de compensation. Spontanément, toutes les personnes handicapées, elles vont trouver des moyens différents pour arriver au même but. Et en quoi ça va être compliqué pour les entreprises de recruter? On entend encore beaucoup de managers dire « Ah oui, c'est génial que mon entreprise s'engage pour le handicap, mais c'est pas possible dans mon équipe, parce que soit parce que je peux pas être ralenti, soit parce que mon métier est pas faisable par une personne handicapée. » Donc voilà, donc il y a beaucoup de bonne volonté aujourd'hui, mais il y a aussi encore beaucoup de préjugés, de tabous. Souvent, les entreprises n'imaginent pas la multiplicité des handicaps, donc justement, elles se disent sur quel poste je vais embaucher une personne handicapée. Aujourd'hui, compte tenu de la multiplicité des handicaps et également du niveau de formation qui est en train d'augmenter, mais effectivement, quasi tous les métiers sont accessibles aujourd'hui à une personne en situation de handicap. Donc aujourd'hui, le raisonnement, c'est pas de se dire sur quel poste je vais embaucher, mais c'est comment je vais faire pour attirer aussi plus de candidatures de travailleurs handicapés. Alors, Amandine, je voudrais qu'on se place maintenant côté candidat. J'ai une histoire qui m'est arrivée il y a quelques semaines, c'est très récent, où une jeune femme que j'accompagne par ailleurs me dit « Écoute, moi je suis très embêtée parce que je suis en situation de handicap. » Donc c'est une personne qui est dyslexique, et qui se demandait si elle devait le dire ou pas en entretien de recrutement. Elle me disait, d'un côté, il y a les 6% pour l'entreprise, c'est intéressant, et d'un autre côté, je ne veux pas être stigmatisée, je ne veux pas être quelqu'un de différent, et je voudrais avoir ton avis là-dessus. Oui, alors c'est une question, c'est une grande question, une question un peu éternelle, et où il y a des avis qui peuvent être différents d'ailleurs. Alors, on peut avoir quand même deux stratégies d'ailleurs, mais moi, je recommande plutôt de l'indiquer. Tout ça parce que je considère que la transparence est plus... ça permet de partir sur de meilleures bases même quand on est candidat et qu'on veut se faire recruter. Après, quand on fait ça, effectivement, moi, ce que je recommande aussi, c'est... alors, donc, sur le CV, par exemple, le candidat peut mettre RQTH. C'est un statut administratif, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais effectivement, c'est un statut administratif. Donc, c'est comme le permis de conduire, en fait. Donc, vraiment, on peut l'indiquer sans dire la nature du handicap sur le CV. Oui. Voilà. Donc, par exemple, ça permet quand même d'être transparent, de dire les choses et en même temps de ne pas forcément donner la nature dès le CV. C'est une option en tout cas. On a le droit de le dire aussi, on peut mettre RQTH et expliquer pourquoi, mais c'est pas... Voilà. Après, moi en entretien, effectivement, je conseille aussi donc, de le dire, qu'on l'ait dit ou pas au moment du CV, mais surtout je conseille de venir en fait avec déjà des solutions. C'est-à-dire de ne pas juste balancer entre guillemets au recruteur, ah ben voilà, je suis 10, débrouillez-vous avec ça. Oui, ça peut faire peur. Ça passera, ça va même, ça va faire peur, ça va braquer, ça va, voilà. Je précise aussi que je disais au début qu'il peut y avoir deux stratégies, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, pour une entreprise qui est soumise à cette obligation des 6%, à compétences égales, ça peut être même un atout aujourd'hui. C'est-à-dire que si en shortlist, il y a deux personnes qui ont des compétences à peu près équivalentes, les bonnes soft skills, etc., l'entreprise va pouvoir se dire « Ouais, mais je ne suis pas à mes 6%, je vais choisir la personne qui a sa RQTH. » Donc, ça peut même être un atout dans certaines entreprises. Après, chacun reste libre. Personne n'est obligé d'indiquer sa RQTH, premièrement, à aucun moment.
Et de plus, pour les personnes qui choisissent de le dire, elles ne sont pas obligées, effectivement, à aucun moment non plus de révéler la nature de leur handicap si elles n'en ont pas envie. Bon, ce n'est pas forcément mon conseil, mais voilà, c'est quand même important de le savoir. De même, si elles l'indiquent par exemple au service RH, le service RH n'a pas, sans leur accord, n'a pas le droit de communiquer cette information au manager ou aux collègues. Voilà. C'est une donnée administrative et confidentielle. Donc on n'est pas obligé de le dire, mais ton conseil c'est plutôt de le dire, de préparer en fait ce que ça peut avoir comme implication pour l'entreprise et de proposer des stratégies pour en fait faire de cette situation de handicap presque une force par rapport à d'autres candidats. Exactement. Ouais. Bon, Amandine, j'ai une dernière question pour toi. Est-ce que tu pourrais partager avec nous ton meilleur souvenir en tant que consultante politique handicap ? Pas facile parce que j'en ai plein. Mais peut-être que celui que je peux partager aujourd'hui, c'est un jour où j'avais dispensé un module sur l'entrepreneuriat et le handicap auprès d'étudiants. Et effectivement, alors d'étudiants, c'était une promo classique où la majorité était valide. Et en fait, effectivement, parmi eux, il y a un étudiant qui était en situation de handicap. Ce n'était pas forcément su de tout le monde d'ailleurs. Mais en fait, il a été. Alors, le module en lui-même a beaucoup intéressé l'ensemble du groupe. Mais effectivement, cet étudiant-là, ça l'a complètement chamboulé. Et il s'est rendu compte que, bien qu'étant en situation de handicap, tout était possible encore pour lui dans la vie, alors que jusque-là, il se posait beaucoup de questions. Ça l'a complètement reboosté. Et c'est vrai que, voilà, pour moi, c'est ces moments forts. Et d'ailleurs, l'organisateur de ce module aussi, lui-même m'a dit, rien que pour ça, je suis ravie qu'on l'ait fait, rien que pour ça, parce qu'effectivement, c'est génial si ça a pu donner autant d'optimisme et de force à cet étudiant-là. Et c'est vrai qu'en fait, c'est des moments comme ça, moi, qui me donnent l'envie de continuer aussi. Alors là, c'est un exemple, mais effectivement, c'est les moments où j'ai l'impression, alors à mon tout petit niveau, mais de faire un peu changer les choses, que des gens me disent qu'ils ont changé de regard, qu'ils ont appris des choses, ou pour des personnes en situation de handicap me disent « Ah là là, mais qu'est-ce que ça fait du bien de se rendre compte que tout est possible ou que plutôt que rien n'est impossible ». Merci beaucoup Amandine d'avoir partagé toute ton expérience avec nous. Donc si vous voulez retrouver Amandine, le lien vers son site internet est disponible en dessous. Merci à tous, merci Amandine. Merci Agnès, ce fut un grand plaisir et merci à tous. Au revoir. Au revoir.